Il est souriant et heureux comme quelqu'un qui s'apprête à partir en vacances, mais avant d'aller enfiler son short de bain, il a accepté de venir nous prodiguer les derniers conseils avant l'été. Gérard Mordia. Des conseils de baignade, bien entendu, forcément, de natation, de vélo, etc. Mais avant de se lancer à la plage, je repartirai de ce qu'a dit Dila dans une chronique récente, très très bien. Comment qu'on fait pour résoudre la question du dérèglement climatique et son corollaire, le capitalocène ? C'est-à-dire que, et c'est très important de le souligner encore une fois, que la chaleur qui nous accable et qui me fait transpirer n'est pas une punition divine comme certains le prétendent, mais bien le résultat de la quête mortifère du système capitaliste qui veut absolument ignorer, mépriser toutes les alertes scientifiques sur le réchauffement climatique, le drame écologique, la destruction de la nature, etc. Et cette quête mortifère nous conduira à ce que disait très justement Dila et que je répète derrière lui, au capitalocène, c'est-à-dire la destruction de l'espèce humaine, tout simplement. C'est inéluctable. Mais nous y allons, et on se demande pourquoi nous y allons sans même tenter de le freiner au moins. Et je pense que Brecht aurait dit quelque chose du genre le profit, d'accord, la vie, quel intérêt. Pour préserver la planète, Climaction sur France 2 avec Gaz de France. Les scores que vous avez vus jusqu'à maintenant, ça porte le nom barbare de kilos de carbone. Les fameux kilos de carbone, c'est ceux qu'on a vus apparaître sur l'écran. Et il faut savoir que quand on a émis 500 kilos de carbone par personne sur Terre... Donc quand on a 500 points déjà... Voilà, quand on a 500 points, on a rempli l'atmosphère. Et qu'après, on retrouve notre baignoire qui déborde. Donc dès que vous avez 500 points, vous avez consommé une planète. Une planète égale 500 points, puis après, c'est une règle de 3. Sachant qu'on n'en a qu'une. Hein. Sachant qu'on n'en a qu'une. Stéphane de Petrini, honnêtement, est-ce que je donne votre nombre de planètes ? Mais oui, je vous en supplie. Vous êtes déjà à 3,8 planètes, quand même. Si tout le monde vivait comme vous, il faudrait 3,8 planètes. Je suis honnête. Priscilla est en deuxième position, 2,4 planètes. Mousse Diouf, 1,9 planètes. Stéphane Diagana, 1,8 planètes. Sophie Davant, 1,3 planètes. Maureen Dorz, 0,9. Vous n'avez pas encore éliminé la Terre. Alors ce climat qui nous accable n'est pas accablant pour tout le monde en même temps, parce que je pense que ce climat accablant est très très utile et très performant pour ceux qui nous gouvernent. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que ça habitue les citoyennes et les citoyens à vivre écrasés. Alors aujourd'hui, écrasés de chaleur, marchant la tête basse, le dos rond, faisant un pas après l'autre, en se brûlant les doigts de pied sur le bitume. Et puis demain, écrasés, abrutis, déculturés, n'ayant dans la tête que de savoir quel est le meilleur modèle de climatiseur et refusant de voir le génocide en cours à Gaza et en Cisjordanie, l'horizon glacé du fascisme qui nous est promis, la prédation néolibérale et puis la destruction finalement de toutes les formes de pensée. Donc c'est très utile d'avoir ça, ce poids qui pèse sur les populations. Ça leur montre cet écrasement qui est souhaité au fond par tous les pouvoirs. Alors j'ai repensé à une chose qui m'avait beaucoup passionné, qui sont les vies parallèles de Plutarque. Plutarque compare le destin de grands hommes, César, Alexandre le Grand, Romulus, Énée, Pompée, Algésiras, etc. Alors je ne vais pas me lancer dans la comparaison de destins parallèles et admirables, mais la comparaison, en tout cas la mise en regard d'événements parallèles qui, évidemment, comme tous les parallèles, se rejoignent à l'infini. Et je vais commencer par Israël, parce que l'armée israélienne détruit systématiquement à Gaza et à côté, en Cisjordanie, toutes les universités, tous les lieux d'enseignement, tous les lieux de savoir et d'art. Et il y a eu un entretien dans le journal L'Humanité d'un mathématicien et d'un économiste qui s'appelle Ivar Ekeland et qui raconte comment l'armée israélienne a miné
les bâtiments de l'université Al-Isra et qu'il a fait sauter, et là je le cite, sous les applaudissements et les rires des troupes d'occupation, image encore visible sur la toile. C'était la dernière université palestinienne. En parallèle, il y a bien évidemment les États-Unis, où aux États-Unis, où on a vu les universités accusées d'antisémitisme pour avoir critiqué le gouvernement néofasciste israélien, obligées de revoir tous les programmes d'histoire où ne devait plus apparaître le conflit israélo-palestinien et dans le mouvement d'ailleurs ne plus rien dire sur ni l'esclavage ni le génocide des Amérindiens. Tout ça devait disparaître. Rétablir la vérité et le bon sens dans l'histoire américaine, voilà comment le président états-unien présente son décret en 2025. Vérité et bon sens au sens trumpien, cela veut dire mettre fin à tout ce qui dérange l'extrême droite américaine, retirer des parcs nationaux et des sites historiques ce qui, selon elle, dénigre de manière inappropriée les Américains. Where are you visiting from? Columbus, Ohio. Oh, welcome to Philadelphia. Alors forcément, ces panneaux sur les murs de briques de la President's House de Philadelphie n'ont pas du tout plu à l'administration Trump. These exhibits tell the story of not just who Washington and Adams were, but also the fact that Washington held slaves here. Cet hommage à 9 esclaves du premier président américain est retiré en janvier avant d'être réinstallé après une première décision de justice, le juge rejetant le droit du gouvernement de travestir les vérités historiques. Ce qui est terrible, c'est ce parallélisme, c'est-à-dire en Israël comme aux USA, on voit que la culture, le savoir, la mémoire sont des ennemis qu'il faut absolument éradiquer. C'est impossible de conserver ça. Et on pense à la fameuse réplique d'une pièce de théâtre qui avait été jouée pour l'anniversaire d'Hitler, où il y avait cette réplique qui a été répétée des centaines de fois. Quand j'entends le mot culture, je sors mon pistolet. Alors ça a été attribué à Goebbels, à Göring, à Von Chirac, etc. C'est une réplique de théâtre. Et aujourd'hui, cette réplique, on l'entendrait sans problème dans la bouche de Netanyahou ou de Trump. C'est bien ça. Et donc, on voit cette union, finalement, des génocidaires contre tout ce qui est, d'un terme générique, la culture. C'est ça, cette union. Alors, il ne faut pas croire que la France soit épargnée, parce qu'on a... dans un régime légèrement en dessous de ça, parce que les trumpistes français n'en sont pas encore tout à fait au même niveau de déclaration, mais on a ça. On a, par exemple, l'exemple le plus récent, c'est Madame Morancet, qui est la présidente des régions de la Loire, des régions du Pays de la Loire, des régions des Pays de la Loire. Qui est membre du Parti Les Républicains. Ou d'Horizon, plutôt. Ah, Horizon. Elle est plutôt à Horizon, ce qui, alors là, on a envie de rire, mais enfin bon, Horizon, alors elle a entendu le mot culture, évidemment, immédiatement, elle a sorti son pistolet et elle a supprimé toutes les aides à la culture. Elle a supprimé tout. Tout, absolument tout. Oui, je l'assume totalement. C'est pas un effet de zèle ou d'être première de la classe, comme certains peuvent le dire. C'est une responsabilité collective. Quand vous êtes dans un pays avec 3300 milliards de dettes, je ne dis pas que ce sont les collectivités qui ont contribué à cette dette, puisque nous, on doit faire des budgets à l'équilibre. En revanche, on doit aussi y contribuer, c'est notre responsabilité. Au rayon des coupes qui lui ont valu les unes de la presse, les subventions aux associations sportives, environnementales, celles versées au planning familial et une baisse de 73% des sommes allouées à la culture. J'imagine qu'elle s'est dit, bon, à quoi bon le théâtre, à quoi bon le cinéma, à quoi bon la peinture, à quoi bon la musique, à quoi bon la danse, à quoi bon. Parce que pour elle, de toute façon, toutes ces activités sont des activités qui sont entièrement soutenues par des minorités politiques agissantes, qui coûtent énormément et qui ne rapportent rien, qui ne produisent que des phrases qui sont détestables et puis qui encouragent les gens au dérèglement de tous les sens. Donc, il faut tout supprimer. Alors, je n'arrête pas la culture. C'est toutes les subventions qui ont été regardées ligne à ligne. Et quand j'ai pris ligne à ligne, mon choix, ça a été
Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie de nos compétences? Est-ce que ça fait partie des priorités? Et est-ce que c'est un enjeu pour l'avenir demain? Et cette suppression, elle a été de façon parallèle, entièrement approuvée et applaudie, d'abord par M. Édouard Philippe, qui est du même parti qu'elle, mais aussi, bien entendu, par M. Bolloré, M. Serrin, M. Ciotti, enfin, tout cela. Tous, ils sont d'accord sur ça. D'ailleurs, pour eux, c'est très simple. Ils disent, mais pourquoi chercher plus loin? Ça ne sert à rien. Les citoyennes et les citoyens n'ont rien à faire de la culture. Et pourquoi on s'inquiéterait de ça? Il suffit de leur fournir le Puy du Fou et on a toute l'histoire, Michel Onfray et on a toute la philosophie, et Yann Moix, on a tous les romans que l'on veut. Et comme disait une ancienne responsable de la fiction sur une grande chaîne de télé, c'est bon pour ces cons-là. Eh ben, je pense que c'est effectivement ce qui se produit. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette idée, elle était déjà en cours il y a très longtemps, puisque en 1974, j'ai retrouvé un article de Pier Paolo Pasolini où il écrivait « Les fascistes sont ignorants, ils ne lisent pas, ils lisent seulement les journaux, le pragmatisme est la base idéologique du fascisme, ils n'aiment pas la culture ». On ne peut être que d'accord avec ça. Et on se dit, tiens, plus que jamais, la machine à décerveler du père Ubu fonctionne à plein régime. Et elle fonctionne d'autant plus à plein régime qu'aujourd'hui, il y a l'apparition de l'IA qui va priver les gens de toute capacité à exercer leur intelligence, qui va les priver de mémoire, qui va les remplacer, d'une certaine manière. Et on voit bien qu'il y a une chose qui, moi, m'inquiète beaucoup, c'est qu'on parle aujourd'hui d'une crise de l'édition, d'une crise de la librairie. Ça existe, je suis d'accord. Mais derrière ça, il y a une crise vraiment beaucoup plus profonde, qui est la crise de la lecture, voire la crise de la littérature. Et désormais, il est clair que, le livre est peut-être voué à disparaître en même temps que la démocratie. C'est remplacé par des machines qui nous gouverneront. C'est ça le vrai danger profond. Et le message que l'on fait passer, que font passer Madame Morancet et toutes celles et tous ceux qui lui ressemblent ou qui défendent les mêmes idées, c'est que, désormais, il ne faut rien savoir, rien penser, ne rien s'interroger sur rien, baisser la tête et obéir et être encore une fois écrasé par le pouvoir de ceux qui savent et qui gouvernent les machines qui, finalement, nous gouverneront un de ces quatre. Et c'est vrai que l'humiliation et l'obéissance sont désormais les deux mamelles de l'État social qu'on nous promet. Je pense que c'est ça. Alors, ça aussi, ça vient de très loin, parce que dans un film de Gérard Guérin, Douce enquête sur la violence, une jeune fille qui était jouée par Emmanuel de Bévert disait, à propos de ses copains, ils sont nés sans mémoire. Bien aujourd'hui, ceux qui sont nés sans mémoire sont au pouvoir. C'est ça qui a tout changé. Et on voit bien que ces attaques contre la culture, contre l'art, enfin plus précisément contre toutes les disciplines artistiques, la mémoire historique et les disciplines intellectuelles, sont elles aussi parallèles et coordonnées. Un exemple tout bête, je pense qu'aujourd'hui, dans la tête de Madame Morancet et des autres, sur le plan grammatical, pourquoi s'embarrasser du passé ? Il n'y a pas besoin de passé. Oublions le passé. Pourquoi embêter les élèves avec le futur? Très compliqué à utiliser, le futur. Pas besoin de futur. Il suffit d'avoir un présent qui sans cesse se renouvelle, qui paraît être une machine à faire fonctionner la tête des gens dans le vide et sous la chaleur. Voilà. Alors, moi, je crois que face à cela, il n'y a pas 36 solutions. Il faut surtout ne pas renoncer, ne renoncer à rien, ne pas renoncer à écrire, ne pas renoncer à filmer, ne pas renoncer à aller au théâtre, ne pas renoncer à faire de la musique, à peindre, à faire de la sculpture. Alors, c'est une résistance
par l'esprit. C'est d'une certaine manière de la guérilla. Ça peut paraître dérisoire à certains, ou alors totalement ridicule. Mais en réalité, c'est contre ça c'est ça qui va nous permettre de lutter contre justement cet éloge de la bêtise et de l'amnésie que l'on veut nous vendre comme l'état de bonheur auquel nous pourrions aspirer. Quand je dis ça, je me souviens d'images de Métropolis de Fritz Lang, où on voyait les gens défiler comme ça. Leur bonheur, c'était de n'être rien. Eh bien non, nous luttons contre ça. Et cette résistance, elle me paraît le vrai combat que nous devons mener. C'est pas un combat pour la défense de tel ou tel artiste, c'est de façon globale. Nous devons lutter contre ceux qui veulent nous empêcher de penser et empêcher de créer. Et c'est essentiel pour eux. S'ils veulent que nous obéissons, il faut bien que nous ne pensions plus rien. Et encore une fois, c'est Brecht qui a raison. Ceux qui se battent peuvent perdre et ceux qui ne se battent pas ont déjà perdu. Et donc, moi, je suis pour que nous nous battions. Et tout ça me fait penser à un excellent dessin de Chapat qui est paru dans le Canard enchaîné il y a quelque temps. On voit un personnage qui dit avant, l'extrême droite brûlait les livres et maintenant, elle les édite. Voilà, mais quand on voit le niveau de médiocrité extraordinaire de ce que produit sur le plan intellectuel la droite et l'extrême droite, c'est ça qui est effrayant. Parce que si c'était des auteurs qui, en tout cas, seraient discutables, mais là, c'est pas le cas. Je veux dire, c'est pas Drieux-La Rochelle, Yann Moix. Il n'écrit pas comme ça. Il n'écrit même pas comme Brasillac, qui était un auteur tout à fait remarquable et un traducteur du grec. Je veux dire, c'est des médiocres, c'est des stupides. Et sur le plan philosophique, Michel Onfray, il passerait même pas en troisième. Donc, voilà, on nous vend cette nullité comme étant une sorte d'or magique de la pensée. Non, surtout pas. Non, cet or-là, comme disait si bien Basile de Césarée, c'est l'excrément du diable. Donc, on leur laisse. Merci Gérard, je te souhaite un bel été et je te donne rendez-vous début septembre. Je te souhaite un bel été, mais je voudrais aussi souligner une chose, que ce que nous faisons là, c'est quand même une œuvre en commun. Je ne suis pas tout seul. J'ai l'impression parfois de parler tout seul, de faire comme Artaud de la paraphrénie confabulante, mais c'est pas exactement ça. Donc, je veux te remercier, toi, mon duettiste, mais remercier aussi Cécile qui fait le montage et la réalisation de tout ça, Julie qui a la caméra, François au son. Bref, bien insister sur le fait que ça soit une œuvre collective. Et donc, en septembre, on se retrouvera tous ensemble, et j'espère, en ordre de bataille. Exactement, avec François au son et parfois aussi Sylvain qui est là aujourd'hui. Eh bien alors, si Sylvain est là aujourd'hui, c'est jour de fête. Merci Gérard, à bientôt. Alors la force de la mélodie, c'est ça. Voilà, ça c'est la force de la mélodie. Là tout de suite on sait de quoi on parle, non? La 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 la. Allez-y, allez-y. La 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 la. Attention, ensemble, on y va, Rémi, on y va, ensemble, on y va. Motivé, motivé, il faut rester motivé, motivé, motivé. Il faut se motiver, motiver, motiver. Soyons motivés, motivés, motivés. 100% motivés. Je fais ça pas dédicacé à tous ceux qui sont motivés. Là-bas, si j'y suis.